Le président Emmanuel Macron est en route pour Nouméa. Les Calédoniens sont dans l'attente d'annonces. Et quand je dis les Calédoniens, ce sont les habitants, mais ce sont aussi les élus sur place. Ils sont en attente d'un message potentiel. Et vous ? Moi aussi, je suis en attente d'un message, mais qui doit être un message politique. Et je pense que se rendre sur place, pourquoi pas, mais la question c'est se rendre sur place pour faire quoi. Et je pense que le président de la République doit d'abord installer une mission de discussion, de dialogue, qui permet de reprendre le dialogue justement qui a été malheureusement interrompu, qui a été interrompu par l'entêtement du gouvernement à vouloir passer en force. Et puis je pense qu'il doit annoncer, faire un geste politique, et ce geste politique c'est le report du Congrès et le retrait du projet de loi constitutionnel, puisque c'est ça qui a mis le feu aux poudres, le report en vérité. Ou le retrait? Je pense que les deux sont nécessaires, mais s'il y a retrait, il n'y a pas besoin de report. Mais c'est ça, mais au moins l'un des deux. Mais personnellement, j'ai voté contre le projet de loi constitutionnel, et je pense qu'il serait plus raisonnable de le retirer pour faire en sorte que les discussions puissent reprendre avec un objectif d'aboutir sur un accord global, et cet accord global ensuite devra être ratifié dans un éventuel congrès. Mais donc, pour qu'on ait le temps de mener cette discussion vers un accord global, on peut pas convoquer un congrès dans les prochaines semaines. Vous avez voté contre parce que vous estimez que seuls les autochtones, les Kanaks, doivent être en droit d'avoir tous les droits? Non, il faut pas caricaturer les positions. Non, mais je vous pose la question. Non, mais je vous réponds franchement. Je pense que tout le monde est ouvert à l'hypothèse d'une évolution du corps électoral. Personne n'y est opposé, y compris la partie indépendantiste dit qu'elle est prête à en discuter. Exactement. Mais ce que disent les gens, c'est que cette discussion, elle doit se faire dans le cadre d'un accord global, c'est-à-dire que l'ensemble des sujets doivent être posés, d'éventuelles futures consultations sur le statut, d'éventuelles réponses aux problématiques économiques et sociales qui sont très importantes. Et on peut pas, si vous voulez prendre un des sujets, la question du dégel du corps électoral, passer en force comme le fait le gouvernement, et ensuite s'étonner que ça amène dans une situation qui est une situation gravissime. Je rappelle qu'on a 6 personnes qui sont décédées, 2 gendarmes, 4 citoyens calédoniens, français qui sont décédés dans cette situation. Et je pointe du doigt l'irresponsabilité du gouvernement qui s'est entêté dans cette voie. Avec pour argument qu'il y a eu 3 référendums et que c'était prévu ce dégel du corps électoral au bout de ces 3 référendums. C'est pas tout à fait vrai d'abord. Et d'abord, je veux dire une chose. Vous savez comme moi, si on se parle franchement, que le 3e référendum, son organisation a été contestée, puisque ce référendum a été organisé pendant le Covid, que la partie indépendantiste avait demandé son report, que le référendum a été maintenu et que donc ils ont appelé à boycotter le résultat de ce référendum. Déjà à l'époque, nous les Insoumis, nous avons dit ne passez pas en force sur l'organisation du référendum parce que vous allez dégrader la situation. Donc ça, c'est sur la question des 3 référendums. Donc on aurait dû en faire un après le Covid. Mais on aurait dû écouter, c'est ça l'esprit des accords de Nouméa et de Matignon, c'est de dire on avance quand les différentes parties sont d'accord. On avance au consensus. On n'avance pas en passant en force. Et donc il aurait fallu reporter le référendum à après le Covid pour tenir compte de l'avis qui était exprimé à l'époque. D'ailleurs, j'observe que Édouard Philippe, quand il était Premier ministre à l'époque, avait dit qu'il n'y aurait pas de référendum pendant la campagne présidentielle, parce que ça faisait partie de la coutume qu'on venait pas mettre ce sujet au milieu d'une campagne présidentielle en France. Donc ça, c'est la première chose. Là, c'est une campagne européenne, c'est pas exactement pareil. Non, je dis ça pour dire quelles étaient les conditions d'organisation de ce référendum, premièrement. Deuxièmement, la suite, les règles des accords de Nouméa sont très précises. C'est qu'à partir du moment où il n'y a pas un nouvel accord qui prend le dessus, c'est encore les accords de Nouméa qui s'appliquent. Et donc, en particulier, le dégel du corps électoral. Et que si on veut faire évoluer cette situation, il doit y avoir un nouvel accord, et cet nouvel accord, c'est un accord global. Expliquez-moi juste une chose. Vous avez dit tout à l'heure, à juste titre, que la partie indépendantiste est prête au dialogue. La partie indépendantiste, j'ajoute une chose. Quand certains responsables politiques parlent de la colonie française, dont on a arrêté de parler en 1946, ensuite en 1956, c'est devenu un territoire d'outre-mer. Actuellement, c'est une collectivité sui generis. Pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon continuait à parler de néocolonialisme? Non, mais d'abord, pardon, ce n'est pas vrai ce que vous êtes en train de dire sur la colonisation. La colonisation en Nouvelle-Calédonie est un fait reconnu. D'ailleurs, le peuple français, quand il a voté, mais le peuple français, quand il a voté à la fin des années 80 sur les accords de Nouméa, a inscrit dans la Constitution l'idée qu'il y avait 2 peuples. Et qu'il y avait donc une situation très spécifique, très particulière en Nouvelle-Calédonie, et ça expliquait... Très particulière, ça veut pas dire qu'il y a une colonie. Non, mais ça veut dire qu'il y a... je pense que personne ne découvre que la Nouvelle-Calédonie est une colonie de peuplement. C'est reconnu comme tel. Écoutez, en tout cas, c'est inscrit
inscrit par exemple dans la liste des territoires à décoloniser de l'Organisation des Nations Unies. Vous pouvez le contester si vous voulez, mais c'est un état de fait. Moi, je le conteste pas, mais c'est les Nations Unies qui disent ça. C'est un état de fait qu'il y a eu une colonisation en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, la question qui nous est posée, c'est de faire en sorte de permettre de créer un destin commun entre le peuple premier qui était présent sur place et ceux qui sont arrivés, qui d'ailleurs n'ont pas toujours fait le choix, qui sont des descendants de bagnards, de colons. Vous connaissez l'histoire comme moi de la Nouvelle-Calédonie. La question qui est posée, c'est la question du destin commun. Et ça a été l'objectif, le sens de la multiplication de ces accords qui ont été quand même le résultat d'un trésor de diplomatie. On a fait très attention, on a avancé progressivement. Les accords de Nouméa, les accords de Matignon. Et voir que tout cet édifice est déséquilibré, désarticulé par le passage en force du gouvernement m'attriste profondément parce qu'on est dans un endroit qui est une situation qui est très sensible. Donc il faut reprendre le sens reprendre l'esprit des accords de Nouméa et de Matignon. Est-ce que ça ne vous inquiète pas ce que prône par exemple le Baku Initiative Group, un think tank basé en Azerbaïdjan qui agite les indépendantistes de métropole et en Calédonie? Est-ce que ça vous effraie pas aussi le fait que les mines de nickel sont convoitées par d'autres États de la région et notamment de la Chine? Est-ce que vous n'avez pas peur de ça? Non, mais soyons très clairs. Qu'il y ait des puissances extérieures qui cherchent à s'ingérer à tel endroit, ça a toujours été le cas. C'est normal. Ça continue. Je dis pas que c'est normal, mais c'est comme ça. Non, bon, c'est le jeu, on va dire. Mais pour autant, c'est le jeu diplomatique. Mais pour autant, il faut faire attention avec cet argument parce que les gens qui se mobilisent, les gens qui ont manifesté, je parle pas ensuite de la situation qui a dégénéré avec des violences et personne ici n'est favorable aux violences. Mais les gens qui se sont mobilisés, qui ont défendu des options politiques, ils sont manipulés par personne. Ils défendent une option politique, ils défendent une vision de la société calédonienne qui est la leur. Et notre responsabilité, c'est pas de commencer à dire ce sont des gens manipulés par l'extérieur. Notre responsabilité, c'est d'écouter leur point de vue, d'écouter l'ensemble des points de vue. Il y en a d'autres qui défendent un point de vue différent et de proposer un chemin commun. C'est ce qu'on a réussi à faire. Et c'est pas un chemin commun, ça veut pas dire une indépendance. Mais un chemin commun. Les accords de Nouméa, je crois, disent une émancipation commune. Donc dans l'émancipation commune, chacun peut y mettre ce qu'il veut. Et ensuite, c'est pour ça qu'il y a des procédures de référendum, de consultation. Et est-ce que vous souhaitez un protectorat de la France de toute façon, quoi qu'il arrive? Mais non, mais c'est pas à moi de le décider. C'est-à-dire qu'à partir du moment, vous pouvez le souhaiter. Non, mais vous êtes un élu de la République. Mais moi, voilà ce que je pense. Je pense qu'à partir du moment où on a reconnu qu'il y avait besoin de construire un chemin commun, c'est à la société calédonienne, à ses élus, à ses représentants, à ses citoyens, de fixer les conditions, de négocier un accord avec prochaines étapes, avec potentiellement de prochaines consultations. Et c'est eux qui doivent le décider. Et puis ensuite que nous, on prenne appui sur les décisions qui sont prises localement en espérant qu'elles soient prises dans une situation de consensus. La Cour pénale internationale a lancé un réquisitoire hier contre des membres du Hamas, mais aussi à l'endroit du Premier ministre israélien Netanyahou dans le conflit qui oppose depuis le 7 octobre l'État d'Israël au mouvement terroriste, j'arrive même pas à le dire, palestinien. La France a soutenu la Cour pénale internationale, au contraire de nombreux pays occidentaux. Est-ce qu'elle a eu raison? Bien sûr, la France s'honore de reconnaître l'indépendance de la Cour pénale internationale, qui est une instance récente, qui est née à la fin des années 90, et qui est une instance qui permet de faire exister l'idée d'une juridiction internationale en capacité de poursuivre des personnes qui sont responsables ou suspectées d'être responsables. Que ce soit un Premier ministre d'une démocratie ou que ce soit un mouvement terroriste. Mais le sujet n'est pas celui-là. Le sujet, c'est quels sont les actes qui ont été commis. Et quand vous regardez les chefs d'accusation qui sont mis en avant par le procureur de la Cour pénale internationale. D'ailleurs, d'abord, ce ne sont pas les mêmes chefs d'accusation quand ils parlent des dirigeants du Hamas et quand ils parlent du Premier ministre israélien, mais les charges contre le Premier ministre israélien sont très lourdes. On l'accuse de provoquer la famine d'une population. Et pardonnez-moi, vous avez dit dans votre question la guerre entre Israël et le Hamas. Enfin, excusez-moi, les 40 000 victimes, les 40 000 personnes qui sont décédées aujourd'hui, qui sont mortes, et encore, je ne compte pas les personnes qui sont dans une situation extrêmement difficile de famine, de maladie, ne sont pas des membres du Hamas. Ce sont des populations. Le 7 octobre a été commis par le Hamas. Mais ça, un mouvement terroriste. Mais ça, personne le début de ce conflit. Non, ce n'est pas le début de ce conflit. Excusez-moi de vous le dire. La situation de tension. Ce qui a conduit au conflit actuel, la situation globale que vous évoquez, on peut revenir au milieu. C'est ça. Bien sûr. Donc vous pouvez pas dire que le début de l'histoire a commencé le 7 octobre. Permettez-moi de dire qu'il y a eu des pogroms le 7 octobre et que de là se sont suivis les conditions qu'on a aujourd'hui. Comment? Et donc ça les excuse. J'ai pas dit ça. Donc à partir de ce moment-là,
indépendamment de la gravité, et personne ne l'a contesté, des actions qui ont été commises par le 7 octobre par le Hamas, pour autant, les actions qui sont commises aujourd'hui par l'armée israélienne à Gaza ne sont pas acceptables. Et le fait qu'il y ait eu un crime le 7 octobre ne rend pas acceptable les crimes qui sont commis depuis vis-à-vis des populations civiles, et on parle de 35 ou 40 000 victimes aujourd'hui. C'est de ça dont on est en train de parler. C'est le Hamas qui parle de ça. Non, vous savez très bien que ces chiffres-là sont aujourd'hui les chiffres qui sont, par exemple, repris par la diplomatie américaine. Donc, il me semble pas qu'on ait l'habitude de considérer que les États-Unis, par exemple, soient particulièrement des alliés du Hamas. Donc, je pense que si vous contestez maintenant le bilan humain désastreux de l'intervention militaire israélienne à Gaza, encore une fois, pardonnez-moi, je serais pas d'accord avec vous. Je pense qu'il y a un bilan terrible, que la France doit hausser le ton, doit agir de manière beaucoup plus forte que ce qu'elle fait aujourd'hui, que désormais il y a cette décision du procureur de la Cour pénale internationale, et que je pense que la France doit en tirer des conclusions. Et les conclusions que la France doit tirer, c'est notamment de passer maintenant dans une étape de sanctions à l'égard du gouvernement israélien, que la France doit décréter et agir au niveau européen pour décréter un embargo sur les livraisons d'armes. On ne peut pas continuer à livrer des armes à une armée dont le Premier ministre est suspecté de commettre des crimes de guerre, voire des crimes contre l'humanité. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ce point de vue. Manuel Bompard, la campagne de Manon Aubry et la vôtre, la France Insoumise, la campagne européenne est basée justement sur Gaza et sur ces événements. Beaucoup. Non, elle n'est pas basée là-dessus. Beaucoup. Est-ce que vous avez lu notre programme? Oui, j'ai lu votre programme. Vous savez combien il y a de chapitres? Ah bah oui, une dizaine. Voilà. Bon, vous voyez, il y en a pas qu'un. Non, mais donc c'est un des chapitres des 9. On vous interroge beaucoup là-dessus. Ah, oui. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisamment payant? Mais le sujet, c'est pas ça. Le sujet, c'est de savoir si c'est juste de le faire. Et il me semble que c'est normal dans une campagne électorale, quand on sait qu'au Parlement européen, on peut agir pour obtenir la paix, le cessez-le-feu le plus rapidement possible à Gaza. Il me semble que c'est notre devoir d'humanité, de morale, de responsabilité, de dire que parmi les enjeux de cette campagne des élections européennes, il y a le fait de pouvoir élire au Parlement européen des gens qui vont agir pour le cessez-le-feu à Gaza. C'est pas le seul sujet de cette campagne. Non. Nous en évoquons d'autres. Mais ce sujet, il est central, bien évidemment. Il y a d'autres sujets, et les langues se délient à moins de 3 semaines des européennes. Le scrutin se nationalise, comme diraient certains. Le RN et Reconquête aiguisent la tiraille de mesures répressives, les reconduites à la frontière, les centres éducatifs fermés, la fin des allocations pour les parents aux enfants délinquants. Manon Aubry veut au contraire un droit d'asile sur le sol européen et au contraire également abroger tous les centres de rétention. Comment est-ce que vous voulez convaincre les Français, Manuel Bompard? Moi, je veux convaincre les Français, puisque vous m'interrogez spécifiquement sur la question de la politique d'immigration. Il me semble que c'est ça que vous avez évoqué, que les solutions démagogiques qui sont défendues, vous avez cité le Rassemblement national ou Reconquête, n'apportera aucune réponse à la situation qu'elle a là. Vous voulez un exemple très simple? Il y avait quelqu'un qui s'appelait Madame Meloni en Italie, qui pendant toute la campagne électorale italienne disait exactement la même chose que Madame Le Pen et Monsieur Zemmour et Madame Maréchal Le Pen. Vous allez voir ce que vous allez voir. Quand je vais être arrivé au pouvoir, il n'y a plus une seule personne qui rendra sur le sol italien. Qu'est-ce qui s'est passé depuis que Madame Meloni est arrivée au pouvoir? Elle s'est confrontée à l'Union européenne. Non, elle s'est pas confrontée à l'Union européenne. Elle a considéré que d'un point de vue économique, l'Italie ne se remettrait pas du fait qu'il n'y ait pas d'immigration parce qu'elle en avait besoin, tout simplement. Donc vous voyez, je vous dis... Vous pensez, vous, comme Valérie Ayé, que justement Marine Le Pen, Jordan Bardella ne veulent pas supprimer l'immigration parce que c'est leur carburant électoral? Je dis que entre ce qu'on fait dans les campagnes électorales, sur les plateaux de télévision ou dans les radios, où on essaye de faire croire aux gens qu'on va régler tous les problèmes de manière mensongère en multipliant par ailleurs et en entretenant un climat de xénophobie et de rejet de l'étranger, ne correspondent pas ni aux besoins du pays, ni à la réalité de la difficulté migratoire qui, en vérité, comme vous le savez comme moi, l'essentiel des migrations dans le monde aujourd'hui, elles se font dans les pays du Sud, elles se font avec les pays frontaliers, elles se font pas vis-à-vis de l'Union européenne. Donc il faut sortir de cette logique démagogique. Et moi je dis que vous pouvez, comme Monsieur Bardella, aller inventer des propositions loufoques de double frontière, de Frontex encore plus fort. Bientôt on va construire des murs aux frontières de l'Union européenne. Vous résoudrez pas le problème. Si vous voulez résoudre le problème, monsieur, si vous voulez résoudre le problème, moi je vais vous dire, je rentre du Sénégal. J'étais au Sénégal la semaine dernière. Qu'est-ce que disent
les nouveaux dirigeants sénégalais qui ont été élus il y a quelques semaines. Ils disent mais nous en fait on a envie que notre population elle reste avec nous parce qu'on en a besoin. Sauf que la vérité c'est qu'on est confronté de la part de l'Union européenne en particulier à des accords de pêche, à des accords commerciaux qui nous détruisent notre capacité à pouvoir vivre dignement dans nos pays et qui poussent des gens à prendre les bateaux pour partir de l'autre côté. Donc vous dites que les migrants c'est à cause de l'Union européenne. C'est ce que vous disent. C'est ce que vous disent ces dirigeants sénégalais. Je dis qu'il faut lutter contre les causes d'immigration parce qu'on ne quitte pas son pays par plaisir, on ne le fait pas par bonheur, on le fait quand on n'a pas le choix et que essayer de faire croire parce qu'on va mettre des murs et des murs et des murs sur des murs alors qu'on a déjà un fossé immense qui s'appelle la mer Méditerranée, on va résoudre le problème, c'est absurde et c'est inhumain et ça provoque encore plus de drames, encore plus de gens qui meurent en Méditerranée et que si vous voulez résoudre le problème de manière intelligente, vous devez vous attaquer aux causes des migrations, à qu'est-ce qui pousse les gens à partir et donc notamment en finir avec cette politique qui vise en permanence à aller appauvrir les pays du Sud et à pousser ensuite des gens à prendre la mer au péril de leur vie. Valérie Ayé dit que Raphaël Glucksmann est l'arbre qui cache Mélenchon. Glucksmann, quand on lui pose la question de savoir s'il fait un ticket avec LFI, il répond oui mais sans Mélenchon. Alors vous dites quoi? Je dis que le problème de Raphaël Glucksmann, en vérité, contrairement à ce qu'il dit, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, c'est les propositions politiques que nous portons. Parce que quand Raphaël Glucksmann est compatible. Mais non, je pense précisément que Raphaël Glucksmann, quand il dit, par exemple, qu'il n'est pas favorable à la retraite à 60 ans, alors il a un désaccord fondamental avec ce que nous défendons, parce que nous continuons à mener la bataille pour la retraite à 60 ans. Quand Raphaël Glucksmann dit qu'il ne faut pas sortir du marché européen de l'électricité, alors que ce marché européen de l'électricité est ce qui est responsable de l'augmentation de nos factures d'électricité de 30, 40, 50% ces dernières années. Quand Monsieur Glucksmann dit qu'il ne faut pas sortir du marché européen de l'électricité, j'ai un désaccord fondamental avec Monsieur Glucksmann. Donc c'est pas possible. Mais là, il n'y a pas de ticket possible. Je vous dis qu'on a un désaccord politique fondamental. Et comme Monsieur Glucksmann comme ça fait beaucoup de désaccords fondamentaux, à la fin ça peut pas marcher. Écoutez, lui il considère que c'est irréconciliable. Donc je le laisse à ses considérations. Et moi je propose de regrouper autour de la liste de Manon Aubry aux élections européennes et ensuite plus tard l'ensemble des gens qui sont attachés à l'esprit et au programme de la NUPES que nous avons défendu ensemble devant les électrices et les électeurs il y a 2 ans. Parce que moi je crois pas qu'un programme ça se balaye une fois que l'élection elle est passée. Moi je reste fidèle au programme de la NUPES, Manon Aubry aussi. Et donc si les gens ont été attachés au programme de la NUPES, faut qu'ils votent pour Manon Aubry le 9 juin prochain. Aubry que nous recevrons demain à 21h sur CNews et sur Europe 1 avec Laurence Ferrari. Merci beaucoup Manuel Bompard. Bonne soirée.